À l'échelle de l'UMOA, c'est-à-dire des 8 pays de l'UMOA. Cette fois-là, ça a été fait alors, dans les règles de l'art, en suivant tout le processus, et les 8 pays, les 8 ministères des pays de l'UMOA avaient validé le programme que l'on avait proposé. Et c'est pourquoi, donc, à l'époque, le Hub rural nous avait demandé de faire ce travail, de reprendre en fait ce travail et de l'actualiser. Avec les moyens que l'on a eus pour ce travail, c'est-à-dire finalement bien moins que ce que l'on avait eu à l'époque pour l'UMOA, pour l'étude UMOA, avec 2 fois plus de pays, puisque nous on a travaillé sur les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, plus le Tchad. C'était la commande, et on nous avait demandé également d'actualiser plus exactement les études, les monographies par pays. On n'a pas eu les moyens de le faire pour tous les pays, on en a fait 13, notamment par rapport aux 8 qui avaient été déjà faites au niveau de l'étude du UMOA. Et on a ajouté des pays que l'on trouvait très importants par rapport à ce travail sur le lait, alors notamment le Nigeria, le Ghana et la Guinée. Et on avait refait aussi dans les études avec nos collaborateurs. Il faut reprendre la première page s'il te plaît. Parce que c'est un travail donc, qui a été financé par Oxfam, CARE et le RBM, mais ce n'est pas nous, CIRAD, qui avons fait toutes ces études monographiques. On a travaillé avec beaucoup de gens sur le terrain qui ont fait ces études monographiques. Alors notamment des gens, là, je cite l'IRED, ça c'est pour le Tchad, c'est pas présent aujourd'hui, mais l'ISRA, VSF Belgique et beaucoup de collègues. Et puis d'ailleurs, certains d'entre vous avaient été contactés pour faire ces monographies et valider en partie au moins ces monographies. Et nous, notre travail, c'était de reprendre ces monographies et d'en faire un document de synthèse en reprenant encore une fois ce fameux document de l'UMOA. Donc, si tu veux passer à la deuxième diapo. Dans ce rapport, donc, qui a été publié en novembre 2018 et proposé et envoyé au Hub rural, il comporte 2 grandes parties. Une première partie sur les dynamiques des filières laitières. C'est ce que je vais vous présenter en gros ici, avec les principales idées à retenir pour écrire un programme. Et puis, il y a une deuxième partie qui vous a été envoyée, je crois, Yamar, ça a été envoyé, je crois, ce document, alors, en français, désolé pour les anglophones. Donc une deuxième partie sur la proposition de mesures et d'actions, sur ce fameux programme. Un chapitre 3 sur les propositions d'un plan de développement et un chapitre 4 où on est allé un peu plus loin, un peu ce qu'on te demandait aussi ce matin à Yamar, c'est-à-dire combien ça coûte de faire ce programme-là. Moi, je ne vais pas présenter cette partie 2 très rapidement parce que ça n'a pas suivi le processus qu'on avait établi au début, c'est-à-dire de le valider avec les différents ministères. Là, on se retrouve aujourd'hui, mais ça n'a pas été validé, et encore moins le plan de financement. Donc c'est présent dans le document, mais je ne vais pas vous le présenter ici. Ce que je vais vous présenter en introduction déjà, c'est replacer quand même ces filières laitières ouest-africaines dans ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on parle depuis ce matin d'importation, mais bien comprendre ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, l'Afrique. Ici vous avez une carte qui représente là où on produit du lait, aujourd'hui dans le monde. On produit du lait, c'est les grands ronds, hein, en Europe, en Amérique, en Asie du Sud-Est, et puis Australie, Nouvelle-Zélande. L'Afrique, dans le panorama de la production laitière, compte relativement peu au niveau mondial. Un petit peu côté Afrique de l'Est, mais côté Afrique de l'Ouest, ça pèse très peu dans la production mondiale de lait. Diapo suivante. Vas-y. Une deuxième diapo, j'ai commencé avant que ça s'affiche, qui vous présente combien de litres de lait on consomme par an, par habitant. Toujours pas? Non. Bon, ça, c'est pas grave. On a dit tout à l'heure, avec Famara, parler d'une... C'est à cause de la carte? Je sais pas, mais c'est bien. C'est pas grave, je vais attendre. Voilà, il y arrive. En gros, on propose de consommer 90 kg par an par habitant.
La moyenne mondiale, c'est autour de 110 kg par an par habitant. Mais voilà, on imagine qu'il faudrait consommer en gros 90 kg par habitant, même si c'est souvent controversé ce chiffre-là. L'Afrique, là encore, on est sur un chiffre moyen de 50 kg par habitant. C'est le continent sur lequel on consomme le moins de lait. Même si en Asie, parfois, et notamment en Chine, on est sur des chiffres inférieurs. Mais globalement, à l'échelle du continent, c'est ici qu'on consomme le moins de lait. C'est dire qu'il y a toute une progression à faire. Il faudrait consommer plus de lait dans ce continent. Et troisième diapo, j'aurais dû te la demander avant, parce qu'au rythme où on est... Ah bah là, on n'a plus rien. Ah oui. Ça va revenir peut-être. La troisième diapo, ça vous présente quels sont les pays qui exportent et quels sont les pays qui importent. En vert, ce sont les pays qui exportent. En rouge, les pays qui importent. Je tiens à vous présenter cette diapo parce que même ce matin, il y a eu déjà quelques allusions entre le commerce d'Afrique de l'Ouest avec le commerce en Union européenne. Dans le monde, il n'y a pas que l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Dans le monde, des pays qui exportent, n'oubliez pas l'Australie et surtout la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé ce matin avec le Nigeria, et le lait néo-zélandais, il n'est pas simplement présent au Nigeria. Donc s'accorder avec ce qui se passe avec l'Union européenne, c'est important parce qu'effectivement, le commerce se fait beaucoup avec l'Union européenne, mais pas que. N'oubliez pas aussi, et d'ailleurs on trouve du lait d'Amérique du Sud sur les marchés, et ici au Burkina, je peux aller vous chercher un sac d'Uruguay au marché là derrière. Il y en a. Il n'y a pas que l'Union européenne dans ce paysage. La suivante, s'il te plaît. Dans mon introduction, je veux insister sur 3 points, les 3 facteurs majeurs qui vont faire bouger les lignes autour de ces filières laitières. La croissance démographique, on en a un petit peu parlé depuis ce matin, mais à mon sens, pas assez. S'il y a un facteur qui fait changer les lignes, c'est la croissance démographique. Et on en est certain. Demain, on est certain qu'on vendra plus et qu'on consommera plus de lait en Afrique de l'Ouest. On en est sûr. On est sûr du développement du marché. C'est important d'avoir ça en tête parce que c'est loin d'être le cas pour toutes les filières à travers le monde. Ça, les Européens, ils seraient heureux d'avoir ça. Ils seraient bien tranquilles. Nous, ici en Afrique de l'Ouest, on l'a, c'est un point fort. Il faut s'appuyer là-dessus. Deuxième point, dont on est aussi certain, c'est l'état global de pauvreté. Pauvreté pour les consommateurs, pauvreté pour les producteurs. Ça veut dire quoi? Quand j'entends, et d'ailleurs on en a un peu aussi parlé ce matin, ce n'est pas la peine, je vais être direct, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le dire, ce n'est pas la peine de produire plein de lait si c'est pour le vendre à 1000 francs le kilo ou le litre. On en a même parlé ce matin. On a plein de situations de développement de mini-laiterie ou de laiterie. On collecte du lait et on ne sait plus le vendre parce qu'il est trop cher. Donc, on a une faiblesse globale du pouvoir d'achat des consommateurs et par ailleurs, on a un pouvoir d'investissement des producteurs qui lui aussi est faible aujourd'hui. Produire du lait, ça coûte cher parce qu'il faut un minimum intensifié. Et enfin, ne serait-ce que pour l'acheter d'aliments, et enfin, la question tourne autour de la faiblesse ou la saisonnalité de la pluviométrie. Comment on va nourrir les animaux en saison sèche? Et avec un aliment qui coûte cher. Voilà, ces 3 points-là, c'est vraiment très important. Maintenant, dans mon exposé, je vais rentrer par 2 questions. D'habitude, on rentre toujours, et on l'a fait un peu ce matin, on rentre toujours par la production. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais me poser la question de savoir, mais quel est le marché des produits laitiers en Afrique de l'Ouest? Produire du lait, c'est bien, mais pour quel marché? Comment il évolue pour les années à venir? J'ai en partie déjà répondu. Avec les statistiques, les études que l'on a, avec les chiffres que l'on a, bon, toujours un peu discutable, vous avez un premier graphique ici qui vous présente l'évolution de la consommation des produits laitiers par personne en Afrique de l'Ouest, en kilos par an et par personne. Les différentes colonnes,
Ça représente, alors c'est les 15 pays de la CEDEAO, plus le Tchad, plus la Mauritanie, et ça représente donc les évolutions depuis les années 80. Il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. Un, on a relativement peu d'évolution de cette consommation par personne depuis les années 80. C'est relativement stable. Deux, c'est relativement faible. Vous vous rappelez tout à l'heure le chiffre de 50 kg. C'est relativement faible, et notamment pour tous les pays côtiers. Il y a quand même quelques pays qui sortent du lot, notamment les pays sahéliens, et puis des pays comme la Mauritanie, bon, ils ne sont pas là, le Cap-Vert, qui ne sont pas là non plus, mais dans ces pays-là où effectivement on dépasse les 100 kg par an par habitant, aujourd'hui. Il y a des pays en Afrique de l'Ouest où on consomme plus que ça. Il faut bien voir aussi que cette évolution-là, là je la montre par pays, à l'intérieur des pays, il y a beaucoup de variations. D'ailleurs, au sein même des ménages, il peut y avoir beaucoup de variations. La suivante. Si la consommation par personne évolue peu, ce dont on est sûr, je l'ai déjà dit, c'est que la croissance démographique va assurer, tu peux déjà appuyer sur la suivante, va assurer une augmentation du marché. D'autant que la population urbaine augmente elle-même. On est sûr que demain, on aura plus de lait à vendre sur les marchés ouest-africains. On en est certain. Et ça évolue en gros à plus 2,5, plus 3% par an. Ça suit la courbe démographique. En gros. La suivante. Donc au niveau du marché, si on va faire une synthèse, en zone rurale, je vais assez vite. On a globalement, on en a aussi parlé ce matin, une autoconsommation importante des produits locaux. Le lait produit, on le consomme d'abord en zone rurale. En ville, on va d'abord consommer des produits fabriqués avec du lait en poudre ou à base de lait en poudre, avec souvent aussi une diversification des produits par rapport à ce que l'on consomme dans le milieu rural. On a beaucoup de différences aussi sur les produits laitiers consommés en Afrique de l'Ouest. On a cité quelques produits ce matin, je ne reviens pas là-dessus. Globalement, donc, un marché en hausse, soutenu par la croissance démographique, on en est certain. On a un marché de masse sur des produits bon marché toute l'année. Si vous voulez couvrir la demande, il va falloir produire du lait pas cher. Sinon, vous n'aurez pas ce marché de masse. Et ça, faut bien l'avoir en tête. Ce n'est pas la peine de développer sa production si on ne peut pas la vendre. Cela dit, on a aussi beaucoup de marchés de niche sur des produits typés ou saisonnés qui, eux, sont alors, quasi tous fabriqués avec du lait local. Et ça, qui peuvent être vendus relativement cher. La deuxième question, l'Afrique de l'Ouest est-elle capable de répondre à la demande des consommateurs par rapport à ce marché? Donc la réponse, elle est simple, vous l'avez... Tu l'as fait encore? Merci. La réponse, elle est simple, vous l'avez déjà tous donné, vous avez tous parlé d'importation. Vous avez sur cette carte qui est actualisée 2018, alors les demi-ronds noirs, c'est la production, les petits ronds, enfin demi-ronds blancs, ce sont les importations. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest importent des produits laitiers, tous. Alors certains beaucoup plus que d'autres, on l'a vu ce matin, en proportion tout au moins, avec des pays qui quand même, donc notamment les pays sahéliens, qui produisent beaucoup de lait. Rarement captés d'ailleurs par la collecte, on l'a dit ce matin, mais qui produisent beaucoup de lait. Le reste, et notamment dans les pays côtiers, ce sont des importations. Donc aujourd'hui, non, l'Afrique de l'Ouest n'est pas capable de produire le lait consommé par les Africains de l'Ouest, et du Tchad et de la Mauritanie. La suivante. Pour combler ça, on importe. Vous avez sur ce graphique, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, en foncé, la production de lait, toutes espèces confondues, et en bleu ciel, les importations, tout type d'importation. La production augmente. Ça, souvent, on l'oublie, mais la production augmente. Et
La vitesse d'augmentation de cette production, c'est d'abord dû à l'augmentation de la taille du cheptel. C'est relativement peu relatif à l'augmentation, enfin, à l'intensification d'une part de la production laitière en Afrique de l'Ouest. Un peu, mais c'est d'abord dû à l'augmentation du cheptel. Et puis la part bleue, elle, en proportion, a tendance à augmenter, c'est-à-dire que la production augmente moins vite que la croissance démographique, en gros. Ça, aujourd'hui, le bleu, c'est essentiellement, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, c'est essentiellement de la poudre de lait. Je devrais dire des poudres de lait. Parce qu'aujourd'hui, non, il faut juste revenir un petit peu avant. Aujourd'hui, cette part bleu ciel, là, c'est à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Au niveau des ministères, on ne le sait pas. Il faut le savoir, c'est que 70% aujourd'hui de cette poudre de lait, c'est ce qu'on appelle de la fat feed. De la fat feed, c'est du lait écrémé, la poudre de lait entier, dans lequel on enlève le entier, c'est-à-dire on enlève le gras, on enlève la crème, on enlève le beurre, la poudre écrémée, et là-dedans, on va remettre du gras, mais qui est de la matière grasse végétale. C'est de l'huile de palme aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, c'est de l'huile de palme. 70% du lait importé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est cette matière première-là. C'est énorme. Et la bascule, elle est récente. Elle est autour des années 2015. C'est pas nouveau, hein, cette matière première. Mais cette accélération-là, elle est toute récente et j'y reviendrai après. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. La diapo suivante. Je ne vais pas revenir non plus, il s'est dit beaucoup de choses ce matin, mais je vais juste rester ciblé sur les grandes évolutions qu'il y a eu ces dernières années et surtout là actuellement. Je vais aller très vite sur l'essor des bassins de collecte et donc des mini-laiteries, très vite sur l'émergence des fermes laitières parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, passer un peu plus de temps sur cette question de fat feed parce que là il y a probablement des gens ici dans la salle qui ne sont pas forcément au courant et surtout c'est un point extrêmement important et d'ailleurs j'en repasserai aussi une couche avec ces questions de matières premières. Et puis je parlerai aussi des laiteries industrielles. Alors sur le premier point, sur les mini-laiteries, alors on aurait bien aimé, l'année dernière, faire un point sur ce que l'on avait déjà fait il y a quelques années. Donc on avait l'évolution, vous avez sur ces cartes ici, les points blancs, en fonction de leur taille, c'est le nombre de mini-laiteries par pays. On a cette carte-là pour 4 pays, que sont le Sénégal, le Burkina, le Mali et le Niger, parce que ce sont dans ces 4 pays qu'il y a un maximum de mini-laiteries. Alors, c'est vrai que les mini-laiteries, il y a plein de définitions, c'est toujours un petit peu difficile à voir ce qui en est une, ce qui n'en est pas. On en a parlé aussi ce matin avec le Burkina, bon, qui en annonce 700, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est seulement madame qui transforme? Est-ce qu'il y a du lait en poudre là-dedans? C'est un peu compliqué. Ce qu'on sait, c'est que dans les années 90, il n'y en avait quasiment pas, que dans les années 2013, on était dans ces 4 pays-là autour de 50-60 mini-laiteries, enfin ce que nous on a considéré comme mini-laiteries, et ça a continué d'augmenter. Et aujourd'hui, ça déborde aussi, on en a aussi parlé sur les pays côtiers, un petit peu, hein, on parle souvent d'une dizaine, pas beaucoup plus. Il y en a un petit peu maintenant en Mauritanie également. Et aussi au Tchad, enfin c'est une autre forme aussi au Tchad. Bref, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et très important dans le milieu rural et autour des villes secondaires. On peut passer. Ah non, pardon. Ça, c'est le deuxième point sur l'émergence des fermes laitières. Là également, je vais aller très, très rapidement. Alors, quand je dis ferme laitière, je parle aussi, et ça c'est relativement neuf, dans les politiques des entreprises et des gouvernements, c'est d'appuyer aussi ce que l'on appelle, quand on parlait avant de ferme laitière, il y a 10 ans on parlait de ferme laitière, c'est de grande ferme laitière. Minimum 50 vaches laitières, peut-être qu'on peut le voir, je sais pas, en Europe. Quand on parle d'émergence des fermes laitières, on parle également de ce qu'on appelle maintenant des mini-fermes, c'est-à-dire des petites fermes dans lesquelles on va avoir entre 2 et 5 têtes de vaches croisées souvent. C'est une dynamique ancienne, là aussi tout un continuum entre des étables urbaines et des étables urbaines et des fermes modernes. Alors curieusement, moi je le vois au Sénégal tous les jours, on a quelques grandes fermes autour d'une laiterie, donc autour de Kirène, et Kirène a beaucoup de mal
à récupérer le lait de ces grandes fermes qui souvent ont leur marché direct et ne passent pas par la laiterie qui demanderait justement à collecter ces fermes-là. C'est pour dire aussi que c'est pas parce qu'on va développer des fermes laitières que forcément l'entreprise va pouvoir collecter. Il y a des questions de contractualisation, et Famara, tu en avais aussi parlé ce matin. Troisième point, donc je vais revenir sur cette question de fat feed. Parce que ça, ce que je disais tout de suite, c'est quelque chose de très récent et qui vient donc, si là ça ne veut pas venir, alors c'est pas grave, la fat feed, je vais vous l'expliquer. Non, je l'explique. Bon, c'est pas grave, laisse comme ça. La fat feed, c'est une matière première donc qui n'est pas fabriquée ici. Souvent j'entends, on amène du lait écrémé et là-dedans, comme ici on produit de l'huile de palme, on mélange ici. Non, non, non. Ça, c'est fabriqué en Europe, parce que une grosse partie de la fat feed vient des pays européens, actuellement. Il pourrait venir d'ailleurs. Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est arrivé sur le marché? Parce que c'est moins cher. Moi, je suis toujours étonné de voir des consommateurs qui sont eux-mêmes étonnés de dire « Ah tiens, moi je ne savais pas que je mangeais de la fat feed. » Mais à commencer par mon épouse. Je lui dis, mais attends, tu vas m'acheter un lait qui est 30% moins cher, tu me dis ça c'est du lait en poudre, ça c'est du lait en poudre, ça c'est 30% moins cher, et tu me dis c'est la même chose. Bah, forcément, il y a une différence. C'est 30% moins cher. Et retourne le paquet, tu vas, quand c'est écrit, tu verras que ce n'est pas du lait entier. Dans la fat feed, on a donc c'est du lait écrémé dans lequel on réinjecte de la matière grasse pour donner du goût. Et donc c'est de l'huile de palme. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et depuis 2015, l'arrêt des quotas laitiers, mais ce n'est pas la seule raison, c'est qu'on a eu, ici vous avez l'évolution des prix, base 100, pour le beurre, en bleu, pour, alors, all milk powder, c'est le vert, donc la poudre de lait entière, et la skim milk, donc le lait écrémé, en rouge. Vous avez ici le prix du beurre, qui s'est totalement envolé sur... Ça, c'est l'évolution des prix sur les cours mondiaux. Le beurre coûte extrêmement cher aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui, il est très cher. Ce qui pousse les entreprises en Europe d'enlever le beurre pour pouvoir le vendre sur ces marchés-là, qui sont très rémunérateurs aujourd'hui. Quand ils enlèvent le beurre, ils se retrouvent avec beaucoup de lait en poudre écrémé, et ils cherchent des marchés pour le revaloriser, et ça tombe bien, l'Afrique de l'Ouest qui veut payer ses produits laitiers moins chers, ben c'est une bonne façon de le diffuser. Il y en a partout aujourd'hui, et notamment donc depuis 2015 où ça s'est accéléré, parce que c'est un produit moins cher. En gros, vous avez la tonne de lait en poudre entier qui coûte 2 000 € la tonne aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin, 3 000 € la tonne, 2 000 € la tonne pour la fat feed. En gros, vous avez cette différence-là que vous allez retrouver quand vous achetez des produits. Et ces produits-là, vous allez les retrouver dans toutes les gammes de produits laitiers. Pour ceux qui ont consommé des produits laitiers, alors, mis à part les yaourts qu'on a mangés ce matin, si vous avez consommé du lait, des produits laitiers, moi ici dans l'hôtel, j'ai mangé de la fat feed. La vache qui rit, c'est de la fat feed. Ça n'était pas il y a 2 ans, même pas il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est de la fat feed. Il y avait du lait en poudre, c'est de la fat feed. Et vous ne le savez pas. Il y avait des yaourts ce matin à l'hôtel, c'est de la fat feed. Et c'est pas écrit dessus. Et je suis persuadé d'ailleurs que beaucoup ont consommé le yaourt en pensant que c'était du lait local. Ce n'est absolument pas du lait local. On va passer à la diapo suivante. Alors je voudrais aussi dire autre chose. Alors oui, avant de passer à autre chose, c'est que qui importe de la fat feed aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Ça c'est uniquement donc les importations en provenance d'Union européenne. Sachant que l'Union européenne c'est le gros fournisseur aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Mais sur le marché mondial, il n'y a pas que l'Union européenne, je le redis. Aujourd'hui, les pays qui importent la fat feed, c'est les pays qui consomment du lait et qui ont des entreprises. Alors, soit qui réempactent le lait en poudre, pour éventuellement d'ailleurs l'envoyer sur les autres pays de la région,
soit qui transforment localement. Eh bien, vous avez le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie, et dans une moindre mesure, on va retrouver le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo. Cette matière première vient d'abord de 3 pays en Europe, l'Irlande, la Pologne, les Pays-Bas. Et j'ajouterai un dernier point sur ces questions-là. Donc là, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est parce que dans les programmes que vous allez écrire à partir de demain, il faut bien avoir ça en tête. Il ne faut pas se dire, on veut travailler pour le lait local, contre le lait en poudre. Quel lait en poudre vous mettez là-dedans? Avec un lait en poudre entier qui a encore pas mal de volatilité, beaucoup de place finalement dans ces entreprises. Sur quel, par exemple, la TVA que vous souhaitez changer ou pas, le TEC que vous changez ou pas, sur quelle poudre vous voulez me mettre? Est-ce que c'est sur tous ou pas? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder. Et en tant que consommateur, là aussi il y a beaucoup d'actions à faire, et d'ailleurs avec le programme et la campagne Mon lait local, on en parlera je suppose juste après, il y a beaucoup aussi de sensibilisation des consommateurs. Et là-dessus, alors ça c'est tout neuf également, j'avais attiré l'attention de quelques-uns d'entre vous quand on était à Bruxelles au mois de mai, sur une autre matière première qui apparaît maintenant sur le marché ouest africain, que les industriels appellent la blend. La blend, ce n'est plus du lait crémé, c'est-à-dire, alors j'ai mon lait, je le sèche, j'enlève la crème, et là-dedans, je remets de l'huile de palme. La blend, c'est du petit lait qui est séché. C'est ce qu'on appelle la poudre de lactosérum. La poudre de lactosérum, ça vient de l'entreprise des fromageries industrielles. Vous séchez ça, et là-dedans, comme pour l'autre principe, ça fonctionne très bien, on y rajoute de l'huile de palme. Ce qui fait qu'on commence à consommer aujourd'hui en Afrique de l'Ouest cette nouvelle matière première. Il y a presque plus, il reste les protéines qu'il y a dans le petit lait, mais tout ce qui est parti dans le fromage, c'est-à-dire toutes les caséines, tout ça, ça c'est terminé. La graisse du lait, c'est terminé. Il vous reste du lactose, il vous reste un peu de protéines qu'il y a dans le lactosérum. Et puis on va rajouter là-dedans, quand on lit les étiquettes, c'est pareil, hein, vous allez trouver du maïs, c'est de la farine. En gros, mais comme on le fait, cela dit, moi je suis sûr, je sors là dans la rue, je vais voir une dame qui me vend, enfin au Sénégal peut-être un peu moins ici, mais au Mali, au Sénégal, j'ai vu ça très souvent, au Niger aussi, là, au Niger même beaucoup, vous avez des dames qui vendent des petites sucettes là, glacées. C'est de l'eau blanchie avec du sucre. Hein. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous, si vous savez, venez me dire. Nous, les analyses que l'on a faites, pour trouver du lait, des quantités de lait, il faut bien le chercher. On n'a rien inventé là-dessus. Les industriels n'ont rien inventé là-dessus. Mais il faut le savoir. Et pourquoi on utilise la blend? Je vous ai dit tout à l'heure qu'une tonne de lait en poudre entier, c'est 3 000 € la tonne. Pour la fat feed, c'est 2 000 € la tonne. La poudre de lactosérum, c'est 800 € la tonne. Alors bien sûr, on ne va pas faire du fromage avec ça, ça c'est sûr. Mais dans tous les produits, vous savez, les petits produits, d'abord dans les petits sachets de poudre, ça vous allez en retrouver. Et même des grandes marques. Hein. Moi, je ne vais pas vous les citer ici, je n'ai pas envie de dénoncer, mais on peut très bien, je vais retourner au marché tout à l'heure, je peux vous en ramener demain, je suis sûr d'en trouver. Je suis sûr d'en trouver. Il y a même des mélanges là-dessus, c'est-à-dire qu'on va mélanger de la fat feed avec cette poudre-là. Il y a des mélanges. Bon bref, soyez vigilants par rapport à ça, et dans ce que vous allez proposer dans le programme, soyez vigilants à ces matières premières, parce que ça se passe là aujourd'hui. La diapo suivante. Donc ça sera le dernier point en ce qui me concerne, c'est tout ce qui se passe autour donc le développement et l'accélération de la mise en place des laiteries dites industrielles. Là encore, on ne sait pas toujours dans quelle catégorie mettre les uns ou les autres, mais globalement, en Afrique de l'Ouest, on a une centaine d'industries laitières, réparties un petit peu partout dans le territoire, surtout quand même au niveau des pays côtiers.
Sur cette centaine d'entreprises laitières, il y en a une vingtaine qui collectent du lait local. Mais la plupart de cette vingtaine-là utilisent aussi du lait en poudre. D'ailleurs, comme beaucoup des mini-laiteries. La diapo suivante. Merci. Parmi ces industries, tous les grands groupes laitiers européens sont aujourd'hui tous présents. Et ça s'est vraiment beaucoup accéléré ces dernières années. Ça, en 2013, on ne montrait pas ça. Aujourd'hui, tous les grands groupes des multinationales laitières sont toutes présentes en Afrique de l'Ouest. Et hormis au Mali, elles sont toutes présentes dans les pays côtiers. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont dans les villes, dans les capitales, là où il y a les consommateurs, et parce qu'il y a les ports, et donc l'accessibilité à la poudre de lait. Elles sont toutes présentes à ce niveau-là. Je ne vais pas développer là-dessus, puisque je pense que les collègues reviendront sur ce point. Donc on va passer la diapo suivante, et même celle d'après. Ah non, ça c'est bon. Donc en conclusion, au niveau de la consommation, on a un marché qui est en constante hausse. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau de la transformation, on sait qu'on a un outil industriel et des mini-laiteries qui sont en place. Les mini-laiteries, aujourd'hui, on en a plusieurs centaines. On l'a dit tout à l'heure avec le Burkina, on l'a dit aussi avec le Sénégal, le Niger, le Burkina, et même les autres, même s'il n'y en a pas beaucoup. L'outil de transformation est en place. Mais cet outil de transformation utilise beaucoup le lait en poudre. Parce que, certes, on a un gros potentiel, mais qui est peu connecté. Parce que ça coûte cher aujourd'hui d'aller chercher ce lait en brousse. Peu de les commercialiser. Et l'intensification qui est en cours, elle est nécessaire pour collecter davantage, mais elle est encore très faible aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le goulot d'étranglement donc majeur se situe entre la production et la collecte du lait local. Et on a évidemment des problèmes liés aux avantages du lait en poudre et pas simplement l'avantage du prix d'ailleurs. Il y a des questions aussi donc de compétitivité et de substituabilité qui sont en question. Je passe. Il me reste 2 diapos. Juste pour présenter ce qui est énoncé ensuite à partir de ce constat, de ces dynamiques, de ce qui est annoncé, quel pourrait être donc le programme de développement de ces filières laitières en Afrique de l'Ouest. Alors sachant, et ça je n'ai peut-être pas assez insisté, qu'il y a des grosses différences entre les différents pays. En termes de production, en termes de taille de population, en taille de consommation, on a vu que les pays côtiers consommaient relativement peu de lait, en termes d'industrialisation de ces pays-là. Donc quand on fait un programme CEDEAO, il va falloir s'arranger avec ces différences entre les différents pays et les mesures que certains pays veulent par rapport à d'autres. Pour nous, qui avons rédigé ce rapport, il y a 4 principes qu'il faudrait suivre, nous semble-t-il. Le premier, sur celui-ci j'insiste vraiment, il ne s'agit pas d'être pro ou contre telle ou telle chose. On ne souhaite pas mettre finalement de l'idéologie dans nos propos. Et je sais que souvent ça revient, et c'est normal dans le milieu. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on parle CEDEAO, il y a des termes politiques, donc évidemment, il va falloir prendre des décisions politiques autour de ça. Mais quand même, il nous semble que pour collecter davantage de lait en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas mettre les uns contre les autres, les gros contre les petits ou les petits contre les gros, vous faites dans le sens que vous le souhaitez. Pour nous, il faut encourager à la fois l'essor d'un complexe laitier agro-industriel et en même temps les bassins de collecte ruraux. Il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de les développer dans un même temps et quand c'est possible de trouver des synergies entre elles, en faisant attention aussi de ne pas éliminer certains acteurs par rapport à d'autres. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de place aujourd'hui. Mais si on veut vraiment développer, ça passe forcément par le développement des deux. Le deuxième point, c'est appuyer la mise en place des circuits de collecte, ça on l'a dit et redit. Le troisième point, c'est promouvoir le marché des produits laitiers Made in CEDEAO. Alors ça, c'est ce que l'on avait écrit en 2013. Là, je précise, c'est que quand on dit Made in CEDEAO, c'est made avec quoi? Avec quelle matière première? Parce qu'aujourd'hui, tous les produits laitiers, quasiment tous les produits laitiers, sont fabriqués ou reconditionnés en Afrique de l'Ouest. Tout est Made in CEDEAO. Pas avec une matière première qui l'est, mais le reconditionnement, les yaourts, tout ça c'est fabriqué ici. Donc tout est Made in CEDEAO. Donc l'idée maintenant, ici, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là? Quel a été le circuit?
pour informer le consommateur qui aujourd'hui ne l'est plus. Et quatrièmement, faciliter la coordination et la synergie entre les différents acteurs des filières. Et donc dernière diapo. Dans le rapport, c'est organisé donc ensuite avec des actions qui sont proposées et un financement de ces actions qui sont proposées. On était arrivé à un budget de l'ordre de 4 milliards de francs CFA. Sachant que ce sont des actions qui sont uniquement ciblées sur la filière laitière, alors qu'on sait très bien, et quand vous avez présenté les différents projets, programmes ce matin, on a vu qu'il y a des tas de programmes qui sont perpendiculaires ou qui englobent davantage les questions d'élevage. Là, ce sont vraiment des actions, des activités ciblées sur le lait. On les a, beaucoup ont été cités ce matin. Nous, on les a regroupés en 4 principaux thèmes. L'appui aux fermes et aux mini-fermes laitières, avec 7 sous-objectifs, 26 actions proposées. L'incitation à la collecte par les laiteries industrielles, là, avec 8 actions proposées. L'appui à la collecte rurale, avec 4 sous-objectifs et 20 actions. Et enfin, des mesures globales d'appui à la filière laitière, avec 4 sous-objectifs et 13 actions. Par rapport à ce qui s'est dit ce matin, vous avez dit l'essentiel, par rapport à ce que nous, on propose dans le rapport. Il y a peut-être des actions de formation qui ont été un peu oubliées, des actions de coordination, de montage de comité pour faire fonctionner le tout qui forcément a été oublié. Et disons, c'est surtout ces... Ah si, il y a des actions, encore qu'on en a parlé ce matin, sur le plan vétérinaire, qui sont relativement importantes dans le projet qui est ici. Donc encore une fois, validé par les 8 pays. Et qui nous avait fait ajouter, je me souviens à l'époque, qui nous avait fait ajouter un gros volet vétérinaire dans les actions proposées. Monsieur le Président, voilà ce que je souhaitais dire. Donc, bonjour. Je te donne 10 heures. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Azara Fondibier de la plateforme régionale d'Oxfam. Et cette présentation, je la fais au nom de la coalition régionale Mon lait local. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont membres de cette campagne qui sont présents dans la salle et qui pourraient compléter ce que je vais présenter. Et donc, cette campagne a été mise en place le 1er juin 2018 dans 6 pays de la région, à savoir le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad, le Mali. Et elle a engagé plus de 55 organisations nationales et plus de 15 organisations professionnelles d'agriculteurs, d'éleveurs, dont plusieurs sont ici, notamment le RBM, la PES, l'Europa. Et donc cette campagne a pour but de convaincre les décideurs politiques, les acteurs du secteur privé, les consommateurs, de la nécessité de développer le secteur local, donc les filières laitières locales dans les pays. Et pour cela, on a mis en place une stratégie qui est la suivante. Nous nous sommes appuyés sur la recherche afin de faire ressortir un certain nombre d'évidences qui vont affiner nos recommandations politiques. Nous avons également, par les alliances, élargi donc, les coalitions tant en Afrique de l'Ouest qu'en Europe. En Europe, notre allié, c'est le European Milk Board, qui est une organisation d'éleveurs laitiers. Et le plaidoyer a été un axe très fort de cette campagne, que ce soit le plaidoyer à l'interne, au niveau politique, ou bien la mobilisation publique à travers la communication sur les réseaux sociaux et les moyens de communication usuels. Et donc notre stratégie, c'était à la fois à l'échelle régionale, en ciblant les institutions régionales que sont la CEDEAO, l'UEMOA, la Commission de l'Union européenne et les institutions nationales qui sont les États, les parlements nationaux,
Donc le secteur privé que j'ai évoqué tout à l'heure, donc les industriels qui sont basés dans la région, et évidemment le grand public, les consommateurs. Donc, comme je disais, notre campagne a vraiment mis un point d'honneur sur la réalisation de différentes études approfondies sur le développement, les conditions de développement de la filière locale en Afrique de l'Ouest. Et donc, ces études-là ont porté aussi bien sur la production du lait que sa transformation, la collecte, la consommation. Et on a fait sortir récemment une note de synthèse de ces différentes études-là. Et c'est cette synthèse que je vais vous présenter. On a l'étude que le CIRAD a produite en 2018, donc dans le cadre de cette campagne qui s'intitule « Pour une alliance renouvelée entre industriels et éleveurs laitiers en Afrique de l'Ouest ». Je signale qu'il y a quelques exemplaires qui se trouvent sur la table, certains se sont déjà servis, mais vous pouvez continuer à le faire. Il y a le rapport sur les politiques commerciales et fiscales et les filières laitières en Afrique de l'Ouest que le GRET a produit. Il y a l'étude sur la contribution des achats institutionnels dans le développement des filières locales. Il y a l'étude sur le commerce de poudre, lait réengraissé en Afrique de l'Ouest que le CIRAD aussi a produit. Et un dossier qui s'intitule « N'exportons pas nos problèmes » qui a été commandité par Oxfam Solidarité et SOS Fin Belgique. Donc, quelques conclusions. Donc, je vais vous présenter d'abord les conclusions des études et ensuite les recommandations qui ressortent de ces différentes études. En termes de conclusion, on peut dire que le développement de la filière lait locale en Afrique de l'Ouest est menacé, est concurrencé en tout cas historiquement par les importations de produits laitiers européens tels que Christian l'a montré tout à l'heure. C'était essentiellement des produits de poudre de lait entier et écrémé, mais depuis 2015, avec entre autres la fin des quotas laitiers, la concurrence s'est renforcée par l'émergence du commerce de la matière grasse végétale incorporée à la poudre de lait écrémé. Et ce produit-là a contribué à réduire la compétitivité des produits locaux qui sont faits à base de lait local. Et donc, le tarif extérieur commun de la CEDEAO ne rend pas aussi la tâche facile au développement de la filière lait locale, dans la mesure où la taxation de 5% des produits importés en vrac va jouer forcément sur le pouvoir d'achat, en tout cas des consommateurs locaux qui vont préférer acheter des produits importés que les produits fabriqués localement. Et donc, en conséquence des points précédents, en conséquence des points précédents, l'étude que le GRET a produite a évalué 5 scénarios différents d'action sur la politique fiscale et la politique commerciale, en sorte qu'on a vu qu'à partir d'une augmentation de 5% du tarif extérieur commun sur la poudre de lait entier et 30% sur la poudre de lait écrémée matière grasse végétale, et une politique de suppression de la TVA sur les produits laitiers fabriqués à partir du lait local, on pouvait offrir un espace de croissance pour la filière lait locale et ses acteurs. Une quatrième conclusion qui ressort des analyses faites, on voit que bien que la compétitivité du lait local à travers une révision du TEC à la hausse et une suppression de la TVA soit vraiment des actions qui auraient un impact significatif, on reconnaît que ces mesures devraient être accompagnées par d'autres mesures politiques d'accompagnement aux acteurs locaux afin de pouvoir assurer le développement. Des investissements spécifiques devront être faits pour accompagner le développement de la filière lait locale. On note également que la collecte doit être encouragée pour promouvoir un développement harmonieux des filières laitières qui impactent favorablement les éleveurs et agropasteurs. Et donc, on reconnaît que les États de la CEDEAO
pourrait mettre en place une politique volontariste qui allie à la fois les mesures fiscales et les mesures de financement des programmes d'appui à la collecte. Et on a également démontré dans ces études-là que les firmes laitières qui s'installent dans les pays de la région devraient être encouragées, incitées à collecter le lait local, à incorporer en tout cas un pourcentage minimal de lait local dans leur procédé de transformation. Et à cela, ils pourraient être engagés à cela dans le cadre de leur contrat d'implantation dans les pays, donc par les États d'accueil. En termes de consommation du lait local, on note que les consommateurs ne sont pas très informés de ce qu'ils achètent sur le marché, et à cet effet, il paraît important que les États puissent prendre leurs responsabilités et mettre en place une réglementation qui permette que les produits qui sont commercialisés soient suffisamment bien étiquetés afin que les consommateurs puissent distinguer ce qui relève du produit lait entier du produit lait écrémé mélange matière grasse végétale. Et donc on a vu à travers une des études, notamment celle sur les achats institutionnels, qu'elles pouvaient être des leviers assez importants pour le développement du secteur local laitier. Enfin, une autre conclusion de l'étude, c'est que les femmes, tout le monde s'accorde à dire qu'elles occupent une place importante dans les filières lait locales, et le développement et l'industrialisation de ces filières-là pourrait remettre en cause cette place-là, et donc un accent particulier une attention particulière en tout cas devrait être mise sur assurer le rôle que les femmes doivent continuer à jouer dans le développement des filières lait locales dans la région. Donc quelques recommandations tirées des études. On en a une série qui s'adresse à la fois à la CEDEAO et aux États, qui s'adresse aussi au secteur privé et à l'Union européenne. Donc pour ce qui concerne la CEDEAO, les recommandations politiques qui sortent des études qui ont été commanditées par la campagne, il y a la mesure en lien avec les tarifs douaniers. Donc on propose de combiner une hausse du tarif extérieur commun, donc 5% sur la poudre de lait entière, 30% sur le mélange lait écrémé matière grasse, et une suppression, une exonération de la TVA sur les produits transformés à partir du lait local. Deuxième recommandation politique, c'est de ne pas ratifier les accords de partenariat économique entre l'UE et la région, parce qu'ils établissent une suppression de la taxation sur les produits laitiers, et accepter, réviser les APE intermédiaires qui ont déjà été signés par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Troisième recommandation, c'est d'utiliser pour partie les recettes fiscales qui vont être collectées grâce à l'augmentation du taux douanier, de les affecter prioritairement à des programmes de subvention de la consommation populaire du lait local, notamment à travers les cantines scolaires, et la subvention de l'alimentation du bétail, l'exonération de la TVA du matériel de trait de pasteurisation et de transformation du lait local. Quatrième recommandation, promouvoir le rôle des femmes dans le développement de la filière. Cinquième recommandation, assurer une information transparente des consommateurs afin qu'ils puissent faire des choix responsables. Sixième recommandation, amener les industries à atteindre un taux minimal de collecte en exigeant, donc dans le cahier de charges, au moment de l'obtention des licences, un pourcentage minimal un quota pour la collecte de lait dans la transformation des produits laitiers. Septième recommandation, favoriser la contractualisation et responsabiliser également les fournisseurs de lait. Huitième recommandation, à l'endroit du secteur privé, ils peuvent s'engager dans le cadre d'une responsabilité sociale des entreprises, dans une démarche de transparence vis-à-vis des consommateurs,
notamment en mettant en place des pratiques conformes aux normes du Codex en matière d'étiquetage et une nomenclature standardisée qui distingue clairement pour les consommateurs entre produits à base de lait ou le succédané du lait. À l'endroit des décideurs politiques européens, nous recommandons de cesser toute pression pour la conclusion des APE et accepter de réviser les APE intermédiaires. Nous recommandons à l'Union européenne de faire interdire le dumping des produits laitiers sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, ce qui même va nécessiter une redéfinition du dumping pour intégrer toutes les subventions indirectes à l'exportation, pour les intégrer dans la définition du dumping. Et 11e recommandation, intégrer la cohérence avec le développement dans les objectifs de la politique agricole commune de l'Union européenne. Voilà. Merci. Ok. Merci à l'hiver se prépare. C'est une vidéo, ça part tout seul. Bon, bonjour à tous. Donc c'est une initiative qui n'est pas encore existante, mais que j'ai souhaité partager avec vous parce que c'est une réflexion qui peut être intégrée dans ce que vous allez faire dans vos travaux de groupe. L'idée, c'est de voir comment utiliser les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour amener une certaine fluidité dans la gouvernance des filières lait. Donc c'est une vidéo, normalement il y avait un son, mais comme le son n'est pas audible à partir d'un appareil comme celui-là, je vais faire le son manuellement avec le micro. Juste dire que ça paraît un peu fou, que quand j'ai commencé à travailler avec un certain nombre de personnes sur cette idée-là, on m'a pris aussi pour un fou, mais que l'innovation, en général, les gens qui proposent des innovations, on les prend toujours pour des fous. Que ça existe, en fait, je m'en suis rendu compte 9 mois plus tard au Kenya. Donc tout compte fait, je ne suis pas si fou que ça, ni ceux qui m'ont aidé à le faire ne sont pas si fous que ça. Donc au Kenya, ça s'appelle AgriWallet. Je vous invite à le noter, à regarder sur Internet. Qu'est-ce que fait AgriWallet? C'est du concret. Pour arriver à mettre en place une telle innovation au Kenya, il a fallu 2 ans d'accompagnement, mais aujourd'hui, 1000 producteurs au Kenya utilisent les solutions que je vais vous présenter. Donc c'est peut-être un petit peu à côté du programme, mais je pense que c'était important. Il faut que j'arrive à trouver juste la bonne distance. Important d'ouvrir aussi d'autres horizons que uniquement ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique de l'Ouest. Donc je me demande juste une seconde pour ouvrir le texte que je vais lire au fur et à mesure que ça défile. Une seconde. Donc le projet en lui-même, et évidemment j'appelle tous ceux qui sont intéressés à le financer à venir me voir à la fin de la réunion, s'appelle Fresh Milk. Fresh Milk, qui en anglais veut dire lait frais, puisque le lait frais c'est évidemment à base de lait local. On ne peut pas faire du lait frais avec de la poudre. Enfin, si on peut, mais c'est pas bien. Excusez-moi, hein, juste chercher le texte que je puisse le lire en même temps que ça défile. Et je vais m'asseoir. Alors, tu peux y aller. Un éleveur du Sahel et ses vaches affamées rêvaient de vert pâturage. Il reçoit un SMS lui proposant de vendre son lait à 300 francs CFA par litre. L'éleveur accepte et il devient membre d'une blockchain. Alors je vous expliquerai après, si vous le voulez, ce que c'est qu'une blockchain. Il gagne 3000, 10 fois 300. Il reçoit un deuxième SMS lui proposant cette fois-ci d'acheter de l'aliment bétail à 5000 francs par sac. Il accepte encore, et donc 3000 moins 5000, automatiquement en crypto-monnaie, son compte est mis à jour, moins 2000, donc ça veut dire qu'il a eu un crédit. L'éleveur a le plaisir de voir un livreur lui fournir son aliment bétail, et le livreur repart avec les 10 litres de lait qui ont été commandés par Fresh Milk. Donc l'éleveur peut maintenant partir en transhumance avec les mâles, pendant que sa femme et les enfants vont s'occuper des vaches laitières et des veaux, grâce aux tourteaux de coton qu'ils ont pu recevoir. Le même livreur, qu'on appelle collecteur, amène les 10 litres de lait au centre de collecte et repart avec un sac de tourteaux pour livrer à un autre éleveur membre de Fresh Milk. Donc le lait est refroidi au niveau d'un centre de collecte, ça existe déjà. Le camion de l'industrie industrielle, là j'ai mis Fresh Milk, mais dans chaque pays ça serait différent, arrive avec les sacs d'aliments bétail.
il dépose les sacs d'aliments bétail et il repart avec le lait du centre de collecte, direction l'industrie, qui va pouvoir donc traiter ce lait cru. Le lait est pasteurisé et il est mis en bouteille. Alors moi j'aime bien les bouteilles en verre, ça existait en Angleterre avant, c'est sympa. Voilà, et donc un éleveur en ville, bip bip, va commander 12 litres de lait à Fresh Milk via son application Fresh Milk. Et on lui dit que ça va être livré, donc il y a un livreur, cette fois-ci ça peut être une simple service de livraison qui lui amène ça dans une glacière. Ça vient des idées du Gret, qui dépose ça sur une balance connectée, et automatiquement on voit apparaître un petit 12 sur la balance connectée, 12 litres dans la balance. Maintenant la cliente utilise son application pour savoir où il y a du lait, elle voit qu'il y a 12 bouteilles à mini market, donc ça c'est à Niamey. Elle arrive avec ses 12 bouteilles vides de la dernière fois qu'elle est venue chercher du lait, et donc automatiquement le boutiquier lui donne son lait. Un nouveau client, lui, voit qu'il n'y a plus de lait au niveau des mini-markets, mais qu'il y en a bien 8 chez Balkini à côté. Tout ça, c'est grâce à la balance connectée. Parallèlement, le boutiquier va recevoir une alerte lui disant qu'il n'a plus de lait. Et voilà, et grâce à ça, on peut imaginer que notre éleveur est toujours heureux en transhumance, pendant que sa femme s'occupe avec le tourteau de coton des vaches laitières, que les enfants peuvent aller à l'école tout en apprenant le métier d'éleveur grâce à la blockchain Fresh Milk qui met en réseau tous ceux qui aiment leur lait bien frais. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Mahamadou Badiel, je suis responsable du secteur agriculture au niveau de SNV, Burkina Faso. La SNV est présente dans le monde à travers 30 pays et en Afrique de l'Ouest, nous sommes présents au Burkina, au Ghana, au Bénin, au Mali et au Niger. Alors, ma présentation va porter autour de 6 points. D'abord, l'objectif global de l'intervention des SNV dans la filière lait. Quelles sont les opportunités que nous voyons dans la filière lait? Et quels sont les défis? Quelle est notre approche? Et quelles sont nos expériences dans cette filière? Et enfin, qui sont nos bailleurs et également partenaires dans cette filière lait? Donc, SNV facilite le développement commercial de la filière lait et également qui est sensible au changement climatique. Nous accompagnons les acteurs de la chaîne de valeur lait à améliorer l'accès au marché et ça dans l'objectif de pouvoir augmenter les revenus et également avoir une alimentation en lait qui est saine et également nutritive pour les consommateurs. Alors notre intervention est orientée sur le marché et afin d'augmenter la production du lait, nous connectons les petits producteurs à ces marchés-là et aussi les accompagnons pour la professionnalisation des services. Donc nous travaillons également avec des partenaires et aussi les gouvernements, ça veut dire au niveau local comme central, afin de créer un environnement favorable et également accélérer les investissements dans ce secteur. Je pense que le matin, le président de la commission est revenu là-dessus. Alors, les opportunités auxquelles notre intervention se fonde, je pense que beaucoup l'ont cité ici, et nous avons constaté que la demande pour une alimentation saine et nutritive du lait est en constante augmentation en Afrique. Et cela, c'est dû à la population aussi bien au niveau rural, à l'augmentation de la population au niveau rural qu'aussi bien au niveau urbain et également à une augmentation des revenus également des personnes. Maintenant, la demande est croissante, mais cette demande-là est complétée aujourd'hui, comme on l'a dit ici, par les importations en lait. Et également la professionnalisation de la chaîne de valeur lait local aujourd'hui offre également de grandes opportunités pour pouvoir combler cette demande-là. Alors, les défis, je ne vais pas revenir sur les défis, mais toujours souligner un point sur lequel on n'est pas trop revenu, c'est les effets, les gaz à effet de serre également qui sont très importants à prendre en compte dans les défis et que nous prenons également. Et également la qualité également des standards liés à la nutrition du lait.
Ok, vous pouvez aller. Alors, quelle est notre approche? Donc, notre approche est basée sur la compétition, une chaîne de valeur compétitive. Et également, nous stimulons un développement durable à travers cette chaîne de valeur compétitive-là. Et parce qu'à long terme, nous voulons la transformation au sein de ce secteur laitier. Donc, comme je le disais tantôt, nous travaillons, notre approche est focalisée sur le développement des solutions à partir du marché. Donc, nous appuyons les acteurs locaux à développer des infrastructures et aussi des services. Comment aussi ils peuvent s'arranger pour une inclusion des petits producteurs à ces marchés-là, pour le développement de ce secteur. Alors, notre approche est basée principalement sur 6 éléments. Donc, le développement d'un système de marché, et le développement du partenariat public-privé, également le développement de business inclusif, et aussi le Smart Extension Services que CARE vient de présenter, parce que nous le développons beaucoup également en Afrique de l'Est, où nous avons beaucoup d'expérience. Vous allez voir ça plus tard. Et également, il y a l'intensification durable à travers tout ce qui est l'appui à l'amélioration des espèces ou bien la production de fourrage pour l'alimentation. Et aussi les aspects de financement, c'est un frein au développement de la filière lait pour pouvoir faire plus d'investissements. Et maintenant, ajouter à ça, nous basons également, nous prenons beaucoup en compte les aspects liés au genre et également à la création d'emplois pour les jeunes. Parce qu'au niveau de SNV, nous avons des méthodologies très claires pour adresser ces deux aspects à travers notre Sustainable Nutrition for All, la nutrition durable pour tous, et également l'équilibre des bénéfices et aussi l'opportunité d'emploi pour les jeunes. Donc à travers cela, nous adressons ça sur toute la filière lait. Alors, SNV a une grande expérience au niveau de la filière lait, mais plus focalisée en Afrique de l'Est. De par le passé, entre 2000 à 2012, nous avions eu à travailler beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest sur les laits, mais ces dernières années, notre intervention est un peu plus minime. Donc, toutes ces grandes interventions sont surtout focalisées en Afrique de l'Est, où nous avons plus de 10 projets dans 7 pays, et la valeur de ces projets est supérieure à 45 millions d'euros. Donc, parmi ces projets, nous avons par exemple, on a un grand programme en Éthiopie qui a pris fin en décembre, qui était autour de 9,7 millions d'euros et qui a été reconduit encore à partir de janvier à plus de 20 millions d'euros. Et le second, c'est le Market-Led Dairy Programme, ça c'est au Kenya, et il est financé à autour de 9,5 millions. Il prend fin en septembre et nous sommes en train de discuter également avec l'ambassade des Pays-Bas pour reconduire également ces programmes-là après septembre. Également en Ouganda, nous avons un programme également sur l'inclusion des mini-laiteries, un projet sur l'inclusion des mini-laiteries à hauteur de 9,5 millions avec le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et qui prend également fin cette année. Et nous sommes en train de conclure également une autre phase à hauteur de 7 millions d'euros. En Zambie également, nous avons un programme sur les laits autour des marchés à hauteur de 4,8 millions avec GIZ. Et également, GIZ également partant pour une seconde phase que nous sommes en train de négocier avec eux. Au Bhoutan, nous avons également aussi un projet sur le développement des chaînes de valeur inclusives qui prend fin cette année. Ça, c'est avec l'agence néerlandaise pour les entreprises. Nous, on est dans ce consortium-là, ça fait 2,8 millions, mais nous avons autour de 300 000 euros dans ce consortium. Et aussi, on a un dernier point qui prend plus en compte les femmes, qui est financé par Comic Relief, qui prendra fin en 2021, qui tourne autour de 2,4
4 millions. Oui, on peut aller next, à suite. Voilà, et en Afrique de l'Ouest, les 2 programmes phares que nous avons, c'est un programme Voix pour le changement, qui est un programme de plaidoyer basé sur les preuves autour duquel nous travaillons avec des organisations de la société civile, APES et PASMEP, sur comment prendre en charge le lait local. Donc le lait local fait partie de ce programme-là, c'est un petit programme. Et nous avons un gros programme ToScale qui vient de démarrer tout de suite en janvier 2019 pour 5 ans, et qui porte sur comment incuber et accélérer l'agribusiness inclusif en Afrique. Et ce projet est présent au Mali, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Éthiopie, Kenya et Soudan du Sud. Et dans ce projet-là, on va travailler avec des champions et la filière lait a été identifiée. Et les champions sont autour de ceux autour desquels on peut créer une valeur ajoutée sur leur business. Et la filière lait a été identifiée dans ce programme-là. Alors, qui sont nos bailleurs et nos partenaires? Généralement, nos bailleurs ici, comme vous l'avez vu, pardon. Nos bailleurs sont Comic Relief et également la GIZ qui finance SNV et aussi le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas qui sont les gros financiers dans la filière lait pour SNV. Également, on a des partenaires commerciaux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et non, les partenaires non commerciaux, ça veut dire des institutions de recherche pour tout ce qui concerne les innovations. On a l'université de Wageningen et on a AgriProfocus, on a AgriTerra, on a IFPRI et également on a le PUM qui est un programme de volontaires avec des experts qui le mettent en place. Et on a aussi des acteurs du secteur privé. On a Nestlé avec lequel on travaille, il y a Rabobank, il y a Friesland Campina, il y a Fresian, etc. On a un certain nombre de partenaires privés avec lesquels on travaille plus en Afrique de l'Est pour ce secteur-là. Ok, merci. Vous voulez prendre la parole? Vous êtes une mini-laiterie? Vous ne m'entendez pas. Vous m'entendez maintenant? Bon, j'étais parti prendre mon poulet burkinabé. Bon, est-ce qu'il y a 2 ou 3 représentants ou représentantes de mini-laiterie qui veulent prendre la parole? Sinon, je passe à RBM, APES, je reviens à elle. Donc, APES, tu peux prendre la parole. Georgina, tu passes, tu me prends le nom des mini-laiteries là qui veulent prendre la parole. APES, RBM, tu te prépares. Après repas, tu te prépares. Voilà. Tout le monde. Je vais présenter quelques expériences de l'APES en matière de lait. Et c'est basé surtout sur des images. Allez à la deuxième diapo. J'ai préparé ça parce que je n'avais pas préparé une présentation. Alors, APES existe depuis 1989. C'est la date de la création de l'APES au Burkina Faso. Et aujourd'hui, l'APES est présente dans 13 pays en Afrique, donc 10 en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que depuis 1989, nous travaillons sur la production laitière et sur le thème, la thématique alimentation, amélioration de l'alimentation des animaux en saison sèche. L'objectif, c'est de montrer aux éleveurs que le lait peut être une production continue toute l'année. Comment faire pour que le lait soit continu toute l'année? Eh bien, il faut stocker du foin et faire des cultures fourragères pour alimenter les vaches laitières qui restent sur le terroir d'attache, dans la famille. Pendant que les autres animaux sont partis en transhumance, l'éleveur ou la famille peut garder 3 ou 4 vaches laitières qui permettent de produire du lait toute l'année. Et pour ces vaches-là, il faut stocker du foin et faire des cultures fourragères. Vous pouvez continuer la photo. Donc, je vous montre ici quelques exemples de ce qu'on appelle le hangar de stockage de foin, autrefois appelé hangar APES, qui est maintenant rentré dans les politiques nationales. Donc, j'ai entendu par exemple au Burkina, il y a une politique concernant la production fourragère et le stockage du foin.
Donc, dans les années 90, la PES était la première organisation à encourager cette façon de faire. Et donc, c'est rentré dans les esprits. Dans les zones de savane, on fait des cultures fourragères, notamment du bracaria. C'est l'exemple qui est présenté ici. Dans les zones du Sahel, on fait des cultures qui sont adaptées, par exemple le ciratro, et aussi un peu une certaine variété de bracaria. Donc ça a permis aux éleveurs de savoir que le lait peut être produit toute l'année, soit pour la famille et en surplus pour la vente. Donc ça permet aux femmes d'avoir une activité régulière, la vente du lait permet d'envoyer des enfants à l'école et permet d'assurer une certaine alimentation de la famille. Donc ça, c'est quelques exemples. Ça, c'est la première chose que la PES a faite et qui continue à se faire. Aujourd'hui, la PES ne fait plus de discours ou de formation par rapport à ça parce que c'est rentré dans les habitudes des éleveurs. Il n'y a pas besoin de les encourager. Ils savent déjà à quoi ça sert et ils savent le faire tout seuls. La deuxième chose que la PES a faite, donc ça, c'est depuis 2011, en partenariat avec le CORAF, nous avons mis en place, nous avons appris, disons, la mise en place des plateformes d'innovation, l'aide d'utilité, et donc nous avons commencé à mettre en place des plateformes d'innovation autour du lait qui existent aujourd'hui dans certains pays et que nous continuons à faire. Donc, il faut dire que notre stratégie aujourd'hui est basée sur la mise en place de plateformes d'innovation lait. Parce que ces plateformes-là ont montré les résultats. Et c'est très important de mettre en relation l'ensemble des acteurs qui tournent autour d'une filière de lait dans une région, dans un pays. C'est-à-dire qu'on met en relation l'unité laitière, l'unité de transformation, avec les producteurs, avec les consommateurs, avec les vétérinaires, avec tous ceux qui tournent autour du lait dans une région. On les met en relation et ça leur permet de se rencontrer régulièrement, d'échanger entre eux, d'échanger sur les objectifs, mais aussi d'échanger sur comment faire en sorte que chacun trouve, entre guillemets, son compte dans le lait. Comment faire en sorte que le producteur puisse écouler son lait, comment faire en sorte que le consommateur puisse avoir du lait de qualité, que le vendeur puisse avoir son compte dans la production du lait, avoir des revenus. Donc ces plateformes-là fonctionnent. Nous en avons deux au Burkina. Il y a une très ancienne qui est à Banfora, qui est devenue aujourd'hui un exemple de plateforme d'innovation lait, qui est visitée régulièrement, soit par les services de l'État, soit par d'autres structures qui veulent savoir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vous invite, le jour que vous serez à Banfora de passage, visiter la plateforme lait de Banfora. Nous venons d'en mettre une autre à Dori, il y a juste 2 mois, donc toujours une deuxième plateforme. Au Sénégal, nous avons travaillé, le représentant du Sénégal ici a parlé de la LDB ce matin, la laiterie du berger. APES a travaillé avec la laiterie du berger à mettre en relation les éleveurs qui sont dans la zone de Richard Toll, d'Agana, les mettre en relation avec la LDB et ils ont constitué une plateforme de producteurs qui collectent le lait et qui envoient à la LDB. Donc ça aussi, ça marche bien, donc c'est aussi une plateforme qu'on a mis en place. Au Nigeria, nous en avons mis une dans l'Adamawa, dans l'état de l'Adamawa, qui fonctionne aussi bien. Nous en avons, bien que le Cameroun ne soit pas dans la CEDEAO, nous avons mis cette expérience en valeur au Cameroun, à Gaoundéré et à Maroua, pour ceux qui connaissent le Cameroun, 2 plateformes qui fonctionnent. Et nous avons en projection d'en mettre une au Tchad dans l'année à venir. Qu'est-ce que nous apportons comme appui lorsqu'on met en place la plateforme? Eh bien, on équipe les plateformes disons, surtout les producteurs. Nous, on équipe les producteurs en matériel et en équipement de collecte et de transport de lait. Donc, on les met à disposition des tricycles, on leur met à disposition aussi des bidons de collecte de lait, et ça leur permet d'apporter leur lait à la laiterie. Et les partenaires qui appuient ces plateformes en termes d'équipement et de management, c'est des projets que nous avons avec l'Union européenne, au Burkina par exemple, GoIn, avec la SNB, le représentant de la SNB en a parlé tout à l'heure, le GRET, Oxfam, et aussi l'AFD, sur le programme 3F, qui a commencé il y a quelques mois. Alors, la troisième chose, la suite. Alors, donc après tout ça, nous sommes engagés aussi dans la campagne lait locale en Afrique de l'Ouest.
Et nous participons aux 70 heures de lait local avec certains OP et avec certaines laiteries certaines zones d'ailleurs dans la salle. La laiterie de Waïgouya par exemple est très active dans cette campagne lait. Madame Garico, c'est bien ça, est aussi très active dans cette campagne lait. Et avec d'autres, nous le faisons au Burkina, au Niger, avec certains qui sont dans la salle, au Sénégal, au Tchad, etc. Et ça, c'est avec l'appui notamment de Oxfam, qui a mis un fonds au niveau de la PES qui permet, disons, de la participation de la PES à ces plateformes-là. Mais nous sommes aussi engagés dans la campagne locale en Afrique de l'Ouest. Nous avons activement participé à la campagne qui a été menée en avril dernier à Bruxelles par rapport au lait local. Je montre ici quelques images de ces différentes manifestations. Voilà un peu ce que fait la PES dans le cadre du lait. Merci beaucoup. En tant que tel, mais je peux vous faire le point sur les actions que le RBM est en train de mener dans le cadre de l'appui au développement du lait local. Donc en 2014, on a mené un projet, je ne sais pas, quand je rentrais, Serge venait de finir, peut-être qu'il a présenté déjà Milky Way, ok, voilà. Donc un projet de 3 ans qui s'appelait Milky Way pour le développement. Et donc ce projet a contribué à mettre en place des plateformes aussi d'innovation dans 3 pays, au Niger, au Mali et au Burkina. Et en plus de ça, le programme a permis d'initier 2 dialogues multi-acteurs, un dialogue qui s'est tenu à Copenhague et un autre qui s'est tenu en fin de projet au Nigeria. Et ces deux rencontres ont réuni de nombreux acteurs intervenant dans le domaine du lait, y compris la CEDEAO. Et ce qu'on peut retenir donc de la dernière rencontre qui s'est tenue au Nigeria, c'est l'engagement des différentes parties prenantes, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des industriels. Parce que en fait, l'idée de ce projet, c'est d'engager les industriels à contribuer, en tout cas à être responsables socialement et à appuyer les producteurs du Sud dans le développement du lait local. Et lors de cette rencontre, les industriels aussi se sont engagés et c'est de là qu'est née l'idée de l'offensive lait. Donc c'était une des recommandations de cette rencontre-là. Ensuite, le RBM a mené deux autres projets d'appui au développement du lait local au Niger, et au Niger, au Sénégal, et en Mauritanie et au Burkina Faso. Le premier projet, qui était un projet appuyé par les Espagnols, et une ONG espagnole qui est nommée Rescate. Donc ce projet consistait à octroyer des vaches laitières à des personnes vulnérables, spécialement des femmes, pour les accompagner, enfin en tout cas pour les aider à vivre de la production du lait. Voilà, donc c'était des vaches suitées, c'est-à-dire des vaches avec le veau à chaque femme, et on arrivait à mesurer les quantités de lait que ces femmes-là traitent journalièrement et qui amènent au centre de collecte. Et en même temps, on appuyait les centres de collecte avec de l'aliment bétail. Parce que pour qu'il y ait production de lait, il faut de l'aliment. Et ces femmes ont les vaches, mais elles avaient besoin aussi d'aliments bétail. Donc l'aliment bétail est mis à la disposition du centre de collecte. Et lorsque la femme amène son lait, on lui donne de l'aliment bétail en retour. Donc à concurrence du prix du lait que la femme a amené. Et le troisième projet qui aussi intervient dans le développement, l'appui au développement du lait local, c'est le PACAFEL. PACAFEL qui veut dire projet d'appui au renforcement des capacités des femmes dans la chaîne de valeur lait. Et ce programme est financé par la FAO, et Oxfam et CARE. Et ce programme intervient dans 3 pays, comme je le disais. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement?
nous construisons des centres de collecte et nous initions des rencontres d'échange entre les producteurs et les industriels ou les unités de transformation de lait. Donc au Niger, nous avons construit un centre de collecte de lait et quand nous construisons le centre de collecte de lait, on appuie avec l'équipement, c'est-à-dire le tank de refroidissement, tout ce qui est matériel de contrôle de qualité du lait et nous structurons aussi les organisations autour du centre de collecte, c'est-à-dire les producteurs autour du centre de collecte en coopérative pour pouvoir gérer le centre. Donc avec d'autres appuis tels que les renforcements de capacité et aussi les renforcements des capacités des femmes à la transformation, à la commercialisation. Donc c'est ce que nous faisons lorsque nous construisons le centre de collecte. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire aussi au niveau du Sénégal. Donc on a construit un centre de collecte à Gadati, c'est à Namarel, et c'est dans la région du Ferlo. Et là, ce centre a été dédié spécifiquement à des femmes. Parce que dans ces zones-là, le lait appartient à la femme. Donc c'est uniquement des femmes qui gèrent ce centre de collecte. C'est une coopérative qui est constituée de plus de 50 membres et donc ils sont appuyés avec tous les équipements nécessaires, c'est-à-dire le tank de refroidissement, mais aussi des tricycles pour aller collecter le lait. Et ce que je tiens à signaler, c'est que lorsqu'on met en place un centre de collecte, on met aussi à disposition de l'aliment bétail parce qu'on sait que les deux s'accompagnent. Donc, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de l'aliment bétail, eh bien, ils peuvent amener le lait et prendre de l'aliment bétail en retour. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à notre expérience en matière de collecte et transformation de lait. Je sais que vous êtes tous fatigués, moi y compris. On a eu des présentations toute la journée. C'est difficile pour moi de passer en dernière position parce que ce n'est pas la position la plus gratifiante. J'ai que 3 diapositives, mais j'aimerais avoir toute votre attention là-dessus. Je vous promets que je ne serai pas longue. À vous y. Ce que je veux vous présenter, c'est une expérience d'appui aux mini-laiteries. Ça a été continué. Voilà, ça a été conduit dans le cadre d'un programme soutenu par la FAO avec des ONG italiennes. Lui et moi, nous avons également soutenu dans ce programme. L'idée du programme, c'était d'appuyer le développement de la transformation agroalimentaire au sein des exploitations agricoles familiales pour des filières stratégiques que les OP eux-mêmes auraient choisies. Donc ça s'est passé dans 5 pays. Au niveau du Sénégal, c'est la filière lait qui a été choisie. Et donc, ils ont appuyé 4 mini-laiteries de Richard Toll, Rosbetio, Kaolack et de Dakar. Et l'appui, c'est essentiellement composé de formations techniques sur les techniques de production, la production en respectant les normes de qualité, la formation sur la gestion de l'organisation des mini-laiteries, l'approvisionnement, le développement de stratégies de commercialisation. Il y a également eu de l'appui en équipement, donc des camions frigorifiques, des équipements pour pouvoir transformer le lait pour ces mini-laiteries et des appuis en termes d'emballage pour améliorer le conditionnement et le packaging du lait produit au sein des mini-laiteries. Ce qui est le plus important, c'est ça, les leçons qu'on a tirées de cela. Ça va sembler redondant, mais de toute façon, c'est juste. Si on veut développer le lait local, on peut s'appuyer sur les mini-laiteries. On doit pouvoir assurer des renforcements de capacité de façon continue, un conseil de façon continue à ces femmes qui sont au sein des mini-laiteries et même au niveau de l'approvisionnement, on doit s'assurer d'un accès à un financement qui soit adapté. On doit s'assurer qu'il y ait les équipements, la technologie disponible à un coût accessible. On doit s'assurer, quelque chose de très important pour le lait, des conditions de transport et de logistique parce que nous sommes en présence d'un produit périssable. Et évidemment, la bonne gouvernance au sein de cette mini-laiterie est un gage de succès de ce genre d'initiative.
Et ça aussi, on peut toujours le garantir. Les mini-laiteries ont évolué dans un environnement qui ont vraiment impacté. Aujourd'hui, toutes ces mini-laiteries sont fermées, mais l'environnement a beaucoup impacté cela. Je vais commencer par l'environnement physique. Alors, avec les changements climatiques, la diminution du pâturage, il y a commencé à avoir des soucis d'approvisionnement en lait, mais pas que. Certaines mini-laiteries ont développé des stratégies, elles ont négocié des aliments bétail pour essayer de fidéliser des producteurs. Ça les a permis de tenir un temps soit peu. Donc, il y a également cette question de l'environnement physique changeant qu'il faut garder à l'esprit et être proactif là-dessus et proposer des solutions pour s'y adapter. Il y a la question de la concurrence. Je remercie le représentant du Sénégal qui a confirmé justement les dires de la mini-laiterie de Richard Toll, effectivement. Lorsque la laiterie du berger s'est installée, ça a posé problème à la mini-laiterie de Richard Toll parce que, au départ, effectivement, quand ils ont commencé à s'approvisionner avec du lait local, évidemment, la mini-laiterie avec plus de moyens, ils ont organisé la collecte eux-mêmes, ils ont trouvé des financements pour sécuriser les producteurs. Et dans le contexte de changement climatique où la production laitière diminuait, l'approvisionnement en lait est devenu beaucoup plus compliqué et beaucoup plus facile vers la laiterie du berger pour les producteurs. Et donc, ces femmes ont perdu leur matière première. Et lorsque la laiterie du berger a commencé à utiliser évidemment du lait en poudre, bon, ça, il n'y a pas de débat. Les deux laits sont sur le même marché. L'un industriel utilise du lait en poudre, niveau coût, difficulté d'approvisionnement, il y a de quoi fermer les portes. Il y a également toute la question liée aux consommateurs. Comme je pense à Zara et beaucoup de personnes l'ont notifié aujourd'hui, les marchés la consommation de masse, c'est surtout dans les centres urbains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lait sur les marchés, il y a l'appellation lait local aussi, mais personne ne connaît réellement le contenu. Et justement, il y a la question de la consommation, de la nécessité de resensibiliser les consommateurs à la production du lait véritablement local et tout ce qu'il y a à faire pour la transparence dans les étiquetages, etc. Maintenant, pour ce qui concerne la politique et la réglementation, là on vient au point le plus essentiel. Parce que, aujourd'hui on a parlé le Sénégal, je pense, a parlé de politique de défiscalisation, a parlé de tout ce qui est politique qui peut être mise en place pour accroître la consommation et la production de lait local. Et c'est justement là que se trouve le nœud de la question, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faudra être surtout véritablement cohérent. Pour ma part, l'Afrique de l'Ouest peut consommer du lait local, produit par des éleveurs locaux, transformé par des femmes des mini-laiteries et consommé localement. On a bu du yaourt, on a bu du lait local aujourd'hui. Madame Garicot le fait à 200 francs. Et ça, ce n'est pas un prix qui dépasse quelques consommateurs ouest-africains que ce soit. Et donc, effectivement, les mini-laiteries peuvent produire du lait, elles peuvent produire du yaourt à un coût accessible aux consommateurs ouest-africains. Il n'y a pas de problème là-dessus, ce n'est pas idéologique, c'est logique. Et on a eu la preuve aujourd'hui. Et donc, pour cela, il faudra être cohérent au niveau des politiques. Ça va nous ramener à l'éternel débat de comment est-ce que vous voulez faire cohabiter les mini-laiteries, les petits producteurs et les grands. Sachant que les deux, si les industriels nous font l'honneur d'utiliser le lait local, vont devoir s'approvisionner chez les mêmes personnes, les deux vont devoir se concurrencer sur le même marché. Et donc aujourd'hui, ou à partir de demain, nous devons décider de quel est le choix que nous voulons faire. Nous pouvons nous donner comme ambition de produire notre lait, de le transformer avec nos acteurs locaux. Il y a plein de Madame Garicot en Afrique de l'Ouest. Si on veut lutter contre la... Si on veut lutter contre la pauvreté, le meilleur moyen, c'est d'investir sur les pauvres et de les aider à créer de la richesse. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est juste une ambition qu'on doit pouvoir se donner. Et si on se la donne comme ambition, l'Afrique de l'Ouest regorge de ressources humaines capables de la réaliser. Au-delà
des dérivés classiques qu'on connaît, lait, yaourt, fromage, peul, etc. On peut aussi se donner l'ambition d'aller au-delà de ça. On peut faire du beurre, on peut faire du fromage de type camembert, on peut faire du fromage peul, on peut faire des produits cosmétiques avec du lait, on peut faire du lait pasteurisé, du lait caillé, etc. Autant de valeurs ajoutées qu'on peut créer localement et sortir l'Afrique de l'Ouest de la pauvreté. C'est bon. Donc, je pense que ce message est passé. C'est donc essentiellement ce que je voulais vous faire passer comme message. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on n'était pas prévu en présentation, mais on a pensé qu'il fallait partager avec l'assistance et avec vous-même ce qu'on a déjà eu à faire dans le lait. Mais c'est dans notre centre de formation qu'on l'a tenu. Nous, on n'a pas de troupeau de production de lait et de transformation à côté. Nous avons mis l'accent sur l'importance de la transformation des produits agricoles avec grand A. Donc nous, notre centre, depuis 2010, est dédié à la transformation des produits agricoles pour permettre aux femmes d'avoir un peu de ressources. Donc on a, dans ce centre, à faire des transformations depuis 2010, mais c'est seulement en 2015 qu'on a commencé le lait. Et Monsieur le Président, d'après les analyses de la FAO, il n'y a que le lait qui est partagé par tous les Africains comme alimentation. Les céréales, tout ce que vous voulez, c'est consommé par un pays et pas par d'autres. Mais le lait est consommé partout et utilisé partout. Donc on a été saisi par l'Union africaine pour lui faire des formations dans ce sens sur recommandation de l'ETA. Et nous l'avons fait pour l'Afrique de l'Ouest et nous avons fait aussi pour le reste de l'Afrique. Des sessions de formation pour montrer comment on arrive à subvenir à ses besoins par la transformation du lait. Mais évidemment, il faut le transformer. Nous étions au niveau de la consommation, c'est vrai, pour améliorer la sécurité alimentaire des populations, mais il faut le commercialiser et le mettre à niveau. Je pense que tu peux dérouler. Et c'est comme ça qu'on a eu tous ces pays, de 2016 jusqu'à 2018. Et nous avons fermé les femmes, nous les avons équipées pour qu'elles aillent continuer la transformation dans le terroir. Parce que le lait est très délicat. La formation, c'est vrai, mais après la formation, il faut donner les équipements et leur permettre de continuer le travail chez elles et de s'enrichir à partir de chez elles. Parce que tout le monde peut-être n'a pas les moyens des mini-laiteries. Mais en le faisant, on n'avait pas l'idée que ça allait vraiment croître et la demande était telle que, évidemment, il faut dépasser cette étape parce que ça, c'est des fromages qu'on a produits et beaucoup de pays étaient là-bas pour en profiter. J'ai juste pris la parole pour montrer que nous, le travail, c'est la transformation. Mais parmi les transformations qu'on a eu à réaliser, on a été capté plus par le lait que par tous les autres spéculations. Aussi bien par ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui est un début, mais que par l'Union africaine qui nous a soutenus dès le début et qui aujourd'hui est en train aussi de faire son offensive continentale lait, dans lequel nous nous trouvons comme acteurs et nous pensons que les attestations qu'on a données aux femmes aussi leur permettent d'avoir les capacités qu'il faut pour faire la transformation avec strictement l'hygiène et la qualité qui est requise. Et elles ne sortent pas de chez elles. Et elles font le travail à partir de leur domicile. Nous avons 2 sites de transformation de lait. L'un est à Lambaye, l'autre est à Tamba. Alors que vraiment, nous ne sommes pas des bergers, nous ne sommes pas comme mon ami Aliou qui doit me payer. D'ailleurs, je suis en train de faire son travail. Mais nous sommes dans la chaîne de valeur. Donc, Yaman retenait que la chaîne de valeur nécessite des mains, nécessite des investissements, nécessite des engagements. Et c'est pourquoi qu'on a voulu vous montrer tout ça qu'on a fait pour l'Afrique et qu'on aimerait pouvoir mettre à l'échelle avec la CEDEAO. Merci. On décide à la place des acteurs. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir associé les acteurs. Je pense que cette stratégie, ce serait la meilleure stratégie au niveau du continent pour qu'on puisse avancer. Encore merci. Si je rentre dans le cas du Burkina, le Burkina a été déjà depuis 2001
que le Burkina est organisé au niveau de la filière depuis 2001. En 2007, que les mini-laiteries se sont mises en place. On a eu des accompagnements. On ne peut pas parler de mini-laiteries sans parler de Père Maurice Oudé, ABC Burkina, Oxfam. Beaucoup de partenaires nous ont accompagnés. Mais notre stratégie était, pour être membre des mini-laiteries au Burkina, il faut être soit producteur, une organisation de producteurs, soit une laiterie qui a des producteurs autour de vous. Moi qui sais que j'ai plus de 20 ans de production, je n'ai jamais écouté ce que les gens disent. Ajoute une cuillerée de 1% de lait à poudre, je n'ai jamais mis 1% de lait à poudre. C'est un engagement. C'est un engagement. Ça peut se faire. Mais il faut que la CEDEAO sache que le lait, je le dis et je le répète, c'est un bitume. Ça demande beaucoup de moyens financiers pour avoir un résultat. Quand une route non bitumée, les politiques arrivent à bitumer la route, en moins de 3-4 mois, ça change. Le lait a besoin d'un financement conséquent. Et le lait, il ne faut pas oublier que le lait prend 5 leviers. Appuyer le lait, c'est appuyer 5 leviers. On aura le lait de consommation, on aura les veaux pour la viande, on aura des cuirs et pots pour les artisans, on aura la fumure organique pour les producteurs, on aura les cordes et les sabots pour les artisans. Ne voyez pas seulement le lait, il faut prendre en compte que le lait peut accompagner 5 filières. Donc en accompagnant seulement le lait, vous allez travailler sur 5 filières. Et je vous encourage à chercher les moyens conséquents pour mettre dans le lait, pour qu'on puisse avoir un levier sur les 5 filières. Merci. Diallo Mariam, je suis la responsable de la mini-laiterie de Bidou. Bidou se trouve donc au sud du Burkina et de Ouagadougou. Nous sommes donc à 40 km du Togo et 17 km du Ghana. Et donc je suis dans la transformation depuis 1990 que ma laiterie a vu jour. Et donc, c'est juste pour vous parler en fait de ma mini-laiterie. La mini-laiterie a vu le jour en 1990. Mais le début n'a pas du tout été facile. Parce que vous savez, avec les producteurs au début, ils disent que le lait, on ne doit pas le chauffer. Parce qu'en chauffant le lait, ça veut dire que les vaches, les mamelles risquent de tarir. Donc avec tout ça, là, on a essayé en tout cas de sensibiliser les producteurs. Aujourd'hui, ils sont les premiers en tout cas de nous fournir du lait sans problème. Au niveau également de la transformation, nous sommes à Bitouville, mais nous travaillons avec les producteurs qui sont dans la zone pastorale. Donc avec ces producteurs qui sont dans la zone pastorale, nous avons voulu en tout cas impliquer les femmes. Parce que c'est comme on le dit, à milieu Peul, le lait appartient à la femme. Donc avec ces femmes, nous avons essayé de les mettre au niveau de la transformation. Mais au début, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, vous savez, moi je suis du milieu Peul. Peul, femme et mari, Peul pour laisser sa femme venir faire 7 jours. Faire 10 km, venir s'installer, faire 7 jours pour la transformation, c'était un peu difficile. En ces temps, on nous donnait que des vieilles femmes qui viennent, on partait les chercher le soir, on les ramenait. Mais au bout de temps, ils ont vu qu'il y avait l'intérêt dedans. Donc tout le monde, on a essayé en tout cas à mettre les femmes dans la transformation. Donc ce problème n'a pas vu aller loin. Donc en fait, ça veut dire que tout travail, si quelqu'un voit son intérêt dedans, ça veut dire que ça peut aller. Et aujourd'hui, nous avons commencé à 20 litres, 30 litres, mais aujourd'hui, ma laiterie transforme plus de 200 litres par jour. Nous travaillons 7 jours sur 7. Donc, il ne faut pas que nous négligeons les petites unités de transformation. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, si nous avons pu tenir, ça veut dire que, en tout cas, c'est des activités qui peuvent aller en avant, qui peuvent en tout cas aider les femmes à sortir de la pauvreté, à aider toute la famille en tout cas
d'aller en avant. Et aujourd'hui, notre lait même part au Togo. Ça veut dire que les Togolais sont là. À 57 euros, nous amenons notre lait chaque semaine là-bas. Donc ça veut dire que notre lait est allé hors Burkina Faso. Donc, soutenons les activités donc, des unités de transformation, soutenons donc les femmes pour lutter contre la pauvreté. Là, le Burkina pourra aller donc en avance. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim Diallo, le président de l'Union des mini-laiteries et producteurs du lait local. Merci monsieur. Moi, c'est Diallo Adama Ibrahim. Je suis le président de l'Union nationale des mini-laiteries et petits producteurs du lait local. Mais d'abord, je suis un transformateur depuis 1993. Ma mini-laiterie, j'en avais parlé ce matin, c'est à Ouaïga, au nord du Burkina. Je ne vais pas parler de ma laiterie, je vais faire mon témoignage sur l'Union nationale des mini-laiteries. Donc, Madame Diaby qui est assise, c'est plutôt la secrétaire générale de l'Union. Madame Gariko, qui a dirigé l'Union pendant 6 et 7 ans. Donc, l'Union des mini-laiteries et producteurs du lait local a été créée en 2007. Quand nous avons constaté que les gros producteurs autour de Ouagadougou, les transformateurs du lait en poudre prenaient plus en plus de l'importance dans les discussions et dans les dialogues politiques plus que nous, nous avons dit qu'il fallait qu'on se retrouve entre nous pour créer notre unité. Madame Gariko a fait la genèse aussi, qu'à la création, nous avons dit, soit vous faites le lait local vous-même, c'est une unité créée par des mini-laiteries, soit c'est une unité qui est approvisionnée par des mini-laiteries. Au départ, on était 27. Aujourd'hui, nous sommes 63 mini-laiteries au Burkina qui ont adhéré à cette union. Donc, c'est une association et des coopératives laitières. Donc, toutes nos mini-laiteries sont des coopératives aujourd'hui qui sont en train de se transformer en coopératives. Notre partenaire traditionnel, c'est Oxfam. Et Oxfam nous a accompagnés pour qu'on puisse, en tout cas, dynamiser les mini-laiteries. Aujourd'hui, nous avons un programme d'équipement de 10 mini-laiteries par an avec Oxfam jusqu'en 2017 jusqu'en 2021. Donc, chaque année, nous allons équiper 10 mini-laiteries avec l'accompagnement de Oxfam. Nous avons d'autres partenaires comme AFDI, mais je ne vais pas m'étaler beaucoup sur le partenariat. Mais ce que je vais vraiment dire ici, c'est notre innovation. Nous avons eu des innovations majeures au sein de l'UMPLB. Premièrement, nous avons constaté que le lait local n'est pas identifié sur le marché. Donc pour nous, avec en tout cas l'appui des producteurs, en tout cas une relation directe avec les producteurs belges, nous avons créé notre marque qu'on appelle Faire Faso. Madame Sissao l'a souligné ce matin ici. Donc la marque Faire Faso, c'est une marque d'interpellation des consommateurs. C'est pour dire aux consommateurs, consommez du lait local, vous allez développer les femmes de chez nous. Si vous consommez le lait en poudre, vous contribuez à enrichir ceux qui sont déjà riches. Donc c'est une marque d'interpellation. Pour nous, à terme, l'ensemble de nos mini-laiteries pourront porter la marque Faire Faso. Mais ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de fond. Nous avons dit tout simplement qu'il faut qu'on arrive en tout cas, à réunir les conditions de qualité dans une laiterie pour en tout cas la permettre de porter cette marque-là. Et en plus, je vais parler aussi des 72 heures du lait local. Vous avez vu cette année, on a organisé les 72 heures du lait local en Belgique. Ça a commencé ici, au Burkina Faso. C'est l'UMPLB qui a initié les 72 heures du lait local. Et les 72 heures, nous serons cette année, 5e édition de cette année. Les 72 heures du lait local aussi, c'est un espace de dialogue et de construction des messages de plaidoyer pour permettre d'influencer les politiques pour qu'on puisse appuyer les producteurs et les transformateurs, surtout les petits. Parce que souvent, et même dans notre campagne aujourd'hui, nous parlons des industriels. Souvent, on en parle tellement qu'on oublie. On parle de comment collecter le lait pour envoyer chez les industriels. Mais on oublie que les petits producteurs ou bien les mini-laiteries sont à côté. Si on envoie tous chez les industriels,
est-ce que les mini-laiteries vont faire comment aujourd'hui pour survivre? Donc pour nous, en tout cas, tous ces espaces-là pour nous, c'est de participer et de dialoguer pour qu'on puisse tenir compte de nous et en tout cas aux femmes pour que le lait local, parce que c'est nous, notre devise, le lait local égale à pouvoir économique des femmes au Faso. Merci beaucoup. Ok, je vais donner la... Quand j'ai commencé le lait en 2011, j'avais eu beaucoup de difficultés pour lancer l'activité parce que chez nous, le lait ne se vend pas, le lait se donne. Donc j'ai eu du mal à convaincre la famille pour vendre le lait, pour qu'ils acceptent que je vende le lait. Donc j'ai commencé comment? J'avais un petit cheptel de chamelles. Et chaque fois que je partais rendre visite, enfin voir le cheptel, des gens me demandaient de ramener du lait. Et donc à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas vendre ce lait? Parce que ça me permettait d'avoir un peu d'argent pour prendre en charge au moins l'équipe qui s'occupait du cheptel. Donc c'est comme ça qu'est née l'activité. Et petit à petit, la demande s'est accrue. J'avais visé au début les populations nomades qui connaissaient les chamelles, qui connaissaient le lait, vivant à Niamey. Mais avec le temps, j'ai découvert ma clientèle. C'est des gens qui cherchaient, par exemple, le lait pour ses vertus. Et donc, la demande s'est accrue. Je suis partie vers des éleveurs. Je leur ai proposé cette activité. Ils ont aussi été réticents. Je commençais avec ceux qui ont accepté de vendre. Et du coup, petit à petit, les autres ont adhéré. Et c'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, à Niamey, plus que partout ailleurs au Niger, qui est quand même dans beaucoup de régions une zone d'excellence et d'élevage par excellence cameline, vous allez trouver du lait de chamelle à Niamey. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir des femmes sur l'activité lait de chamelle, mais comme je n'en trouvais pas, des femmes propriétaires de chameaux, donc j'ai demandé aux femmes des éleveurs qui nous aidaient dans l'hygiène du matériel qu'on utilise pour le lait de chamelle. Je leur ai dit, est-ce que ça ne leur tente pas de faire une activité liée au lait, par exemple le fromage de chèvre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à produire avec ces femmes du fromage de chèvre. Et j'ai mis leur fromage sur le salon de l'agriculture. Et on a eu heureusement le premier prix lors du salon de l'agriculture de 2018. Ça a boosté la demande en lait. Et voilà, ces femmes se sont activées, on les a organisées en coopérative. Et avec l'aide du ministère, bien sûr, et de l'ambassade de France, on a pu mettre des kits de chèvres à ces femmes. Et aujourd'hui, ces femmes produisent pour presque 200 000 francs de fromage par jour. Et on a vu, après, de 2011 à aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se sont mis dans l'activité de production de lait de chamelle, beaucoup de familles qui vivent de ça, beaucoup d'alimentations qui fleurissent grâce à la production de lait de chamelle. Pas grand, il reste beaucoup à faire parce qu'il n'y a pas des études qui montrent le nombre de personnes qui sont actives sur cette activité. Il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent même les capacités de production de lait de ces éleveurs. Mais on est là toujours approché au ministère de l'élevage. Et on vient d'avoir, il y a 2 ans, notre premier centre de collecte lait de chamelle. Et on pense qu'avec ce centre, toutes ces études vont pouvoir se faire et on aura une vision plus claire de l'activité. Mais c'est très promettant, c'est très recherché. Moi, à mon niveau, je suis allée jusqu'à produire 220 litres de lait par jour. On n'a pas de stock, pas de mévente. Au contraire, on n'arrive pas à satisfaire la clientèle de Niamey. Merci beaucoup. Je n'ai pas une expérience à partager avec vous, mais plutôt du plaidoyer à faire en faveur des femmes éleveurs du RBM. Et comme beaucoup le savent ici, le lait, les sous-produits animaux sont vraiment des activités dévouées à la femme éleveur.
malheureusement, compte tenu du manque de moyens, cette activité nous échappe. Et j'ai considéré avec l'intervention de monsieur, vous pouvez me rappeler votre nom? Diallo. J'ai beaucoup apprécié un mot que vous avez dit. Si tout le monde va vers les industries, qui va alimenter les laiteries, qui constituent des sources de revenus pour les femmes. Moi personnellement, je suis tamashek. Et s'il y a une source que la femme tamashek maîtrise, dont elle a accès et maîtrisé, c'est les sous-produits animaux, surtout le lait. Elle gère comme elle veut le lait. Mais ces derniers temps, compte tenu des sécheresses que nous connaissons, des difficultés que nous connaissons, cette femme devient de plus en plus ménagère et elle se soumet de plus en plus parce qu'elle n'a pas une source qui peut lui permettre d'être autonome. Donc j'invite ici les partenaires ici présents à s'investir davantage dans la production, la transformation et le lait en encourageant les femmes, notamment les femmes rurales, à profiter de cette activité à travers leur financement. Voilà ce que j'ai à lancer à l'endroit de tous ceux qui sont là. Je les encourage pour l'initiative et je les exhorte à mettre le paquet pour que des programmes suivent cette stratégie. Je vous remercie.